Heureux de vous retrouver, chers auditeurs, sur Alliance 92 à travers l'émission Ambaro. Ambaro, rappelons-le toujours, est une émission où on le dit, on partage, mais aussi des points de vue donc sur plusieurs points. Et pour ce jour, nous recevons Madame la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atala. Bonjour. Bonjour. Nous sommes touchés de vous recevoir ici parce qu'on va parler ici d'un sujet à travers cette mondialisation actuellement. Beaucoup est à dire, mais surtout la place de Madagascar. Mais quand même, cela fait 2 ans que vous êtes à la tête de ce ministère. Où est-ce que nous en sommes? Bonjour à tous et chers auditeurs et auditrices. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier, la radio Alliance 92 FM, dans votre nouvelle émission Ambaro, de nous avoir invités. Permettez-moi tout d'abord d'apporter quelques rappels historiques que je qualifie d'indélébiles. La mission principale du ministère des Affaires étrangères est d'assurer la visibilité de Madagascar sur le plan international en vue de son épanouissement sur le plan national. De 2009 à 2013, comme nous savons tous, suite à ce changement anticonstitutionnel, Madagascar se trouvait donc dans une situation la plus difficile qu'il n'a jamais vécue. Madagascar avait été ignoré par l'ensemble de la communauté internationale. Il ne pouvait participer à des réunions de haut niveau, même les techniciens à l'époque étaient même exclus de la salle de réunion. Les institutions financières avaient pris leur distance, les pays partenaires avaient choisi de quitter Madagascar comme AGOA, MCA. Par voie de conséquence, donc, la pauvreté s'était enracinée au niveau national. On était isolés. On était isolés, vraiment, et la porte était fermée pour Madagascar. Donc la croissance économique avait été aux alentours de 0. L'insécurité, la corruption gagnaient du terrain. Les investisseurs avaient décidé même d'investir ailleurs qu'ici. Donc le taux de chômage tendait vers une flèche croissante. Bref, le pays vraiment était gravement malade, aussi bien sur le plan international que national. Tout le monde s'était demandé à l'époque, y a-t-il un médecin dans la salle? Le médecin, en ce temps-là, donc en 2009, en 2013, c'était le retour à l'ordre constitutionnel, justifié donc par les élections présidentielles de 2013 et 2014, que j'avais l'honneur et la modestie de présider cette commission à l'époque. Une fois le pays sorti de son coma, je dis bien, le président de la République de Madagascar a tracé un concept basé sur la diplomatie économique. Donc, depuis 2015 jusqu'à ce jour, j'ai assuré la mise en œuvre de la mission assignée au ministère des Affaires étrangères, qui est la visibilité de Madagascar. Tous ces éléments conduisent à dire qu'on est visible aujourd'hui, qu'on est crédible aujourd'hui, et que la communauté internationale nous a accordé son entière confiance. Donc voilà en quelques mots, si je peux tracer ces 2 ans à la tête de ce ministère. Oui, vous avez parlé de visibilité, mais donc on se présente, on frappe à la porte des pays et on y arrive, mais nous-mêmes, ici à Madagascar, on travaille beaucoup sur cette visibilité, mais nous avons combien d'ambassades On a à peu près une 20aine d'ambassades et des consulats. Ils sont implantés dans les 4 coins du monde. À titre d'exemple, nous en avons 3 en Amérique, une ambassade à Washington, une représentation permanente au sein des Nations Unies, une à Ottawa, au Canada. Nous en avons également en Europe, 2 à Paris, comme vous le savez, une ambassade et une représentation permanente auprès de l'UNESCO, en sus du consulat général à Marseille. Il en est de même à Berlin, à Rome, à Bruxelles, à Genève. En Afrique, il y en a à Dakar, à Pretoria, un consul général à Cape Town, une ambassade à Addis Abeba, à Maurice, en Alger, il y a un consulat général aussi à La Réunion. Donc Madagascar un peu partout a aussi une ambassade à Riyad et Moscou. Donc en Asie, nous en avons une représentation diplomatique à New Delhi, Beijing, à Tokyo. Au total, donc Madagascar aujourd'hui a 18 ambassades et 3 consulats généraux. Dites-moi, quelle est la différence entre ambassade et consulat, puisque tout le monde se pose la question, c'est toujours diplomatique la question. Il ne faut pas confondre consul honoraire et consulat général. D'accord. Donc, quand on parle de consul général, c'est mentionné d'ailleurs dans les conventions de Vienne. Quand on parle des ambassades, donc c'est la convention de Vienne de 1961. Et les consuls généraux, donc les consuls honoraires, c'est dans la convention de Vienne de 1963. Donc Madagascar a ratifié ces 2 conventions. La différence, c'est que quand on parle de consul général, c'est l'État
qui met en place. C'est pas bénévole, donc c'est payé par le financement de la mise en place, c'est payé par le budget général de l'État. Par contre, quand on parle de consul honoraire, c'est bénévole. Mais il faut toujours l'autorisation de l'État pour... Il faut toujours l'autorisation de l'État. Donc, il faut l'agrément aussi du pays qui accueille, donc, en ce moment-là. Vous savez que Madagascar, je pense aujourd'hui, figure parmi les pays qui, en termes de comparaison, disposent peut-être peu de représentation diplomatique dans le monde. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a quand même 50 missions diplomatiques et consulaires à travers le monde. Quand on parle de la Mauritanie, il y a 34 ambassades et consuls généraux. Par conséquent, comme je le dis toujours, nous jouons la carte d'efficience. Donc Madagascar est condamné à réussir avec le nombre d'ambassades qu'il a aujourd'hui. Justement, Madame la Ministre, il y a une question qui revient souvent les journalistes, mais aussi, je crois, l'opinion attend aussi. Qu'en est-il de la nomination des ambassadeurs? C'est vrai, et ça revient toujours, cette question sur la nomination des ambassadeurs. Vous le savez autant que moi, qu'elle est déjà entre les mains du président de la République. Il prend les choses très sérieusement parce que c'est en même temps l'image du président de la République et celle du pays de Madagascar, des Malgaches, tout entier qui sont en jeu. D'autant plus que sa nouvelle vision repose sur ce qu'on appelle diplomatie économique ou éco-diplomatique. Diplomatie, je pense que cela nécessite des ambassadeurs visionnaires. Des ambassadeurs visionnaires qui sont capables de développer donc le concept que pour que ce dernier ait un impact direct sur le développement du pays. Donc, si vous vous référez à ce que le président donc de la République a déclaré récemment à Addis Abeba, que la nomination des ambassadeurs viendra dans les meilleurs délais qu'il juge opportuns. Cela veut dire aussi, pour autant sans doute de Patricius, par rapport toujours à cette curiosité de la part des journalistes, c'est que tout doit répondre à cette même vision que le régime par rapport à l'évolution diplomatique. Bien sûr, de toute façon, comme vous avez dit, il y a quand même les visions qui sont tracées. Donc, est-ce qu'on présente un plan donc, pour pouvoir être ambassadeur? Je ne pense pas. C'est le choix, c'est une nomination, c'est le choix du président de la République. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est en train de voir quels sont des ambassadeurs qui sont visionnaires, qui est capable vraiment de développer ce tracé et ce concept que le président veut pour le pays aujourd'hui. Oui, là il y a un point que j'aimerais bien que Madagascar figure parmi les pays qui, en termes de comparaison, disposent de peu de représentation diplomatique. Parce que nous sommes pauvres, pourquoi Madagascar est si peu représenté dans le monde? Justement, plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs y sont en considération. Pour appréhender la carte diplomatique dans sa globalité, il convient de l'analyser aussi bien dans sa présentation géographique, comme vous avez dit tout à l'heure, que dans les ressources humaines et financières qu'elle mobilise. Vous savez, Madame Prisca, mettre en place une ambassade dans un autre pays nécessite un budget énorme. Un chiffre à peu près en tête? Mais bon, je pense que le temps viendra pour savoir à peu près, parce il y a quand même les personnels, il y a quand même, si on n'a pas les infrastructures, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des pays qui nous offrent la mise en place d'une ambassade et d'offrir le fonctionnement pendant 1 an et les infrastructures. Mettre en place une ambassade aussi dans un autre pays, comme je dis, nécessite beaucoup de budget, mais pour vous dire que les aspects financiers en constituent donc un élément très crucial. Par ailleurs, son installation dépend de la politique étrangère aussi d'un pays. Il en découle par conséquent la nécessité de mettre en adéquation le dispositif institutionnel et les nouvelles ambitions de la diplomatie malgache dont nous... Justement, nous y sommes par rapport à cette... c'est aussi une vision d'ailleurs, mais vous avez parlé tout à fait au début de diplomatie économique. Soit, qui veut dire? La diplomatie économique est une pratique diplomatique qui consiste donc à axer une grande partie de notre diplomatie sur la recherche des intérêts économiques du pays. C'est, comme je le dis tout le temps, c'est une pratique vraiment diplomatique. Elle ira donc au-delà des relations diplomatiques traditionnelles que l'on a pratiquées auparavant. On parle de win-win alors? Voilà, donc le rôle de notre ambassade dans ce cas-là sera bien défini. Donc les ambassades feront des efforts surhumains pour tout d'abord promouvoir le pays, comme vous avez dit, ses atouts, ses potentialités, sa politique, ainsi que sur le plan national
de développement, son plan national de développement. L'ambassade tient également aussi à assurer que ces derniers donc sont dignes et décents, prêts à respecter les valeurs malgaches, parce que c'est bien beau de recevoir des investisseurs, mais il faut que ces gens-là puissent respecter nos valeurs, les aspects environnementaux, car comme vous le savez, la diplomatie économique ne fonctionnera pas sans la diplomatie environnementale. Donc, Madagascar a besoin d'investisseurs fiables, crédibles et disposés à donner une valeur à un partenariat, comme vous avez dit, gagnant-gagnant. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vraiment quand même gagner dans le pays, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on veut? Donc, nous parlons aussi de la francophonie économique aujourd'hui, qui consiste à développer le renforcement économique donc entre les États membres. Voilà, en quelques mots, si je veux bien parler de cette diplomatie économique au service donc de développement de la nation. Dites-moi, Madame la ministre, beaucoup de tâches attend le ministère des Affaires étrangères, mais sans doute aussi on travaille en interaction quand même au niveau de chaque département ministériel, justement pour cette visibilité économique aussi du pays. D'ailleurs, quand on parle de la diplomatie économique, quand le ministère des Affaires étrangères parle de la diplomatie économique, le ministère, c'est vraiment un travail de transversal. Vous voulez demander comment fonctionne le mécanisme au niveau national. Effectivement, la machine publique et administrative devrait être tendue vers l'impératif du développement, sur la base de la diplomatie économique. J'aimerais bien d'abord souligner le rôle du ministère des Affaires étrangères. Je veux vous l'expliquer peut-être de façon très simple. Comme stipulé dans le décret portant donc sur ses attributions, mon département a pour rôle de promouvoir l'image de Madagascar, de le rendre visible sur le plan international. Autrement dit, le ministère des Affaires étrangères ouvre, peut-être c'est le terme que je l'emploie presque tous les jours, ouvre les portes de Madagascar aux investisseurs internationaux, avec bien évidemment des enquêtes de moralité qui incombent au ministère par le truchement donc des ambassades, des consulats. Mais comme il a toujours fait, le ministère des Affaires étrangères donc transmet les informations au ministère technique. On est là pour étudier, pour voir, et c'est au ministère des Affaires étrangères c'est au ministère technique donc qui étudie les dossiers, la faisabilité des dossiers. À leur tour donc c'est eux qui analysent et réagissent donc par rapport aux questions de nos interlocuteurs, de leurs attentes, de leurs préoccupations. Il leur appartiendra donc au ministère concerné, au ministère technique, d'effectuer le suivi des activités que les investisseurs envisageront d'effectuer chez nous. Je tiens d'ailleurs à souligner que aujourd'hui, de nombreux pays européens, depuis la reconnaissance de Madagascar, beaucoup de pays européens, mais aussi d'Afrique et d'Asie, sollicitent le ministère des Affaires étrangères pour faire venir donc les chefs d'entreprise et les personnes de milieu d'affaires de ces pairs à rencontrer leurs pairs et les opérateurs économiques malgaches. C'est un signe, je pense, indéniable aujourd'hui du retour de la confiance des opérateurs du monde entier à Madagascar. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères, depuis quelques temps, est en étude pour ce mois de mars 2017, avec l'appui de l'EDBM, avec le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères de l'Italie, avec Asafrica, parce que les opérateurs italiens veulent aujourd'hui que le ministère des Affaires étrangères puisse, amener les opérateurs malgaches à rencontrer leur père en Italie. On travaille beaucoup sur ça et on va voir pour la suite. Avant le sommet de la francophonie et du COMESA, il y a eu des communications faites par l'État, y compris le ministère des Affaires étrangères, comme quoi l'accueil de ces deux sommets vont avoir des retombées à Madagascar. Là, 3 mois après le sommet, qu'en est-il vraiment? Où en sommes-nous par rapport aux retombées? Je parle toujours de ma capacité de chef de la diplomatie malgache. Les impacts sont nombreux, mais je souligne particulièrement premièrement, le rétablissement de la confiance, le rétablissement de la crédibilité et surtout de la visibilité de Madagascar aux yeux de la communauté internationale, après avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, traversé un sentiment de frustration causé par la longue crise de 2009. Vous savez que tous les délégués qui sont venus à Madagascar ont pu constater de visu que Madagascar est un pays déterminé à se pencher sur son développement et aussi un pays plus qu'engagé sur le plan international. À mon humble avis, tout impact attendu devra se porter sur ces 3 éléments-là, que sont la confiance, crédibilité et visibilité du pays hôte.
elles sont, vous le voyez, il avait vécu, acquises aujourd'hui. Tous les pays membres, qu'ils soient de plein droit ou observateurs, ont été représentés aux 2 sommets qu'a hébergé Madagascar. Les impacts, comme vous avez demandé, sont par la suite palpables. Le secteur privé a pu tirer du bénéfice avant le sommet, pendant le sommet et après les événements. Le tourisme se développe progressivement. Vous savez que tout le monde qui sont venus chez nous, on a pu rencontrer récemment à Addis Abeba, tout le monde a envie de retourner, de revenir à Madagascar. Les visiteurs ont dépensé de l'argent pendant leur voyage à Madagascar. Donc, notre réserve en devises devait en principe augmenter. Nos infrastructures ont été construites et rénovées. Et le plus essentiel, c'est l'acquisition des expériences. Ça, on ne peut pas acheter. Les expériences de nos techniciens. Les 2 sommets ont contribué à renforcer les capacités de plusieurs milliers de nos agents dans plusieurs domaines. Sans oublier quand même la signature de beaucoup des accords bilatéraux, même avec les secteurs privés. Et cela s'ajoute l'existence de ce village de la francophonie qui était un symbole important pendant ce 16e sommet. Excusez-moi, mais je ne vais pas pour autant vous bousculer sur cette question, mais de par la vélocité, de par l'engouement justement de confiance, crédibilité, visibilité que s'impose ici donc à travers le défi que se pose aussi le ministère des Affaires étrangères, mais surtout Madagascar, est-ce qu'on arrive à suivre le rythme par rapport aux autres départements si on parle de développement, épanouissement économique par rapport aux relations extérieures? Bien sûr, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, Madagascar d'ici quelques temps va organiser la francophonie économique. Donc, il va voir la mise en place de suivi de toutes les déclarations qui ont été énoncées et puis les résolutions qui ont été prises pendant ces sommets. Donc, le ministère des Affaires étrangères vont vraiment travailler aussi en concert avec les autres ministères techniques pour qu'on puisse avancer. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de transformer notre visibilité, notre crédibilité, la confiance en action et surtout pour un levier de développement pour Madagascar. À propos de ce levier de développement, ces derniers temps, il y a eu des visites de hautes personnalités, notamment le roi du Maroc, la princesse de la Thaïlande. Qu'est-ce que cela rapporte? Qu'est-ce que cela signifie pour le ministère des Affaires étrangères? Ou pour le pays. Ou pour le pays, surtout. Effectivement, Madagascar a été hôte de plusieurs personnalités depuis le début de l'année et puis pendant le sommet. Il faut préciser que le roi du Maroc et la princesse de la Thaïlande, nous avons aussi acquis quand même la visite du ministre des Affaires étrangères chinois aussi, à côté du roi du Maroc et de la princesse de Thaïlande. Il y avait aussi le secrétaire d'État du Vatican, le président de la République de la Turquie. D'autres personnalités viendront aussi dans les mois à venir. Ce sont autant de personnalités de premier plan dans leur pays d'origine. Personnellement, je pense qu'il s'agit non seulement d'une marque de confiance envers notre pays, mais aussi de la vivacité de la diplomatie malgache qui sera bénéfique pour le décollage économique de Madagascar. Vous savez, Madame Priska, que pendant le séjour du roi du Maroc à Madagascar, les hôtels à Nouchibé, les hôtels à Dirgo, les hôtels à Majunga étaient pleins parce que il y avait pas mal des Marocains qui sont partis dans tout Madagascar aussi pour effectivement pour passer aussi leur séjour, voir un petit peu Madagascar. À titre d'exemple, la visite de la délégation marocaine donc a été une occasion pour nous de finaliser les relations économiques importantes à travers la signature des accords de coopération. Entre autres, il me semblait bien, c'est le Pangalan qui est concerné. Le Pangalan. Donc d'ailleurs, le roi du Maroc, quand le président de la République a pu le rencontrer à Addis Abeba récemment, donc il va envoyer des techniciens pour vraiment accélérer, voir le commencement, quand est-ce qu'on peut commencer vraiment les travaux sur le canal de Pangalan. Donc Madagascar a pu établir une mise en contact auprès des délégations qui ont aussi amené des opérateurs économiques, parce qu'il y avait d'autres délégations. Les Canadiens, ils ont amené aussi des opérateurs économiques, les Français, d'autres pays. Pour ce qui est de la princesse de la Thaïlande, il s'agit d'une opportunité incroyable dans le secteur touristique, car vous savez que elle a pu visiter plusieurs localités à vocation touristique de premier plan à Madagascar. Mais elle a aussi pu goûter à la spécialité locale en matière de cuisine à Madagascar, en Antananarivo. Donc, je pense que sa visite permettra aujourd'hui de reconnaître un peu plus les atouts de notre pays
à travers le monde et surtout, on espère qu'elle va être notre ambassadeur pour attirer les touristes thaïlandais à venir chez nous. Vous savez qu'il y a quand même 30 millions de tourisme tous les ans qui viennent à Thaïlande. Donc, espérons si on peut avoir au moins 10% qui viennent aussi chez nous. Voilà. Oui, mais je reviens un peu sur le Maroc. En fin de compte, le Maroc, donc ici, est entré maintenant dans la famille de l'Union africaine. Mais pour Madagascar, ça représente quel intérêt? Effectivement, Madagascar a soutenu la réintégration du Maroc à l'Union africaine. Vous savez autant que moi que Madagascar et le Maroc ont une relation historique, une relation diplomatique et d'amitié de longue date. Mon explication va au-delà de ces aspects. La diplomatie repose essentiellement sur ce que les diplomates appellent principe de réciprocité. Vous soutenez aujourd'hui un pays, demain, il lui appartiendra donc de vous soutenir aussi. Donc, le Maroc nous a déjà soutenus dans plusieurs questions, aussi bien sur le plan multilatéral que bilatéral et vice-versa. Donc, comme je l'ai dit avec mes techniciens, même si le Maroc s'est retiré de l'Union africaine, le Maroc était toujours africain. Donc, aujourd'hui, le Maroc est revenu vraiment dans sa maison, comme disait le roi. À propos du Maroc, ces temps-ci, la diaspora marocaine, aussi bien en France que dans les autres pays, se mobilise. Et qu'en est-il de Madagascar? Parce que le sujet semble évoqué au ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que le sujet est évoqué au ministère des Affaires étrangères et c'est peut-être nouveau. En effet, Oui, il est temps. Il est temps. Oui, parce que je me réfère toujours par le discours du président de la République, Radjon Armapian, qui donne de la confiance et de la valeur à la diaspora malgache. La reconnaissance du rôle de la diaspora au développement économique du pays a conduit donc à mettre la mobilisation de la diaspora au centre de la diplomatie économique de Madagascar. Je pense que cette prise de conscience a justifié aujourd'hui la création au sein du ministère des Affaires étrangères de la Direction générale de la promotion économique et de la diaspora, donc au sein de laquelle est rattachée la direction de la diaspora, c'est depuis 2015. On a beaucoup travaillé. La première année fut consacrée donc à une meilleure connaissance de la diaspora malgache à travers les états des lieux, des données disponibles, parce qu'on ne savait plus combien exactement, quand on parle de diaspora malgache à l'extérieur. Au niveau de nos représentations extérieures, ils n'ont pas des données fiables parce que beaucoup ne se sont pas inscrits auprès des ambassades. Et l'étude sur les profils de la diaspora malgache, on a commencé donc par la France. Parce que, comme vous le savez, la France reçoit beaucoup des ressortissants malgaches. Donc, on a effectué ces études de profil aujourd'hui en collaboration avec l'ambassade de France et aussi l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Je voudrais souligner en passant que le rapport de la dite étude fait actuellement l'objet d'une série de restitutions. Donc, on a pu restituer auprès du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et très prochainement, on va restituer donc auprès des secteurs privés et des sociétés civiles pour qu'on puisse sensibiliser donc les différents acteurs de développement sur le potentiel de la diaspora malgache. Pour cette année 2017, donc, l'effort sera concentré sur l'élaboration d'une politique nationale pour l'engagement de la diaspora. Entre autres, qu'est-ce qu'on va leur demander? C'est-à-dire, on a demandé donc un conseil du gouvernement d'abord de mettre en place un comité interministériel. Donc, tous les ministères vont être représentés dans cette comité interministériel pour qu'on puisse élaborer dans cette politique nationale pour l'engagement des diasporas. La mobilisation va se poursuivre dans 2 axes. Donc, la mobilisation de la diaspora elle-même, mais également une campagne de sensibilisation pour changer le regard un peu négatif aussi des malgaches restés au pays de la diaspora. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de diaspora, on parle toujours des donneurs de leçons. Donc aujourd'hui, alors que, comme vous le savez, les diasporas participent beaucoup au développement du pays, avec leur transfert de fonds, avec leur transfert de compétences. C'est quand même conséquent. D'après les études qu'on a pu faire récemment, on a trouvé qu'il y a quand même 86 millions d'euros de la France, tout simplement, ceux qui sont déclarés. Donc il y a quand même une participation. Donc il y a une participation. Donc l'amélioration aussi à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut aussi offrir aux diasporas? Donc l'amélioration des services offerts à nos ressortissants à l'extérieur va également être renforcée. Donc au ministère, on essaie de voir comment faire avec le ministère de l'Intérieur pour leur
renouvellement de leur passeport, l'inscription consulaire, les informations des services. C'est possible? Il y a beaucoup qui nous ont demandé aussi les droits de vote. Donc, on est en train de voir, parce que nous, dans le texte qu'on a aujourd'hui, on ne parle pas des droits de vote des Malgaches à l'étranger. Donc, j'espère et je souhaite, en tant qu'ancien président de la CENIT, qu'on puisse mettre dans le texte même à la limite le principe tout simplement. C'est vrai que ça coûte beaucoup, mais en premier lieu, il faut qu'eux, ils s'inscrivent d'abord auprès de l'ambassade en ce moment-là. Donc, des projets visant à renouer aussi jeunes générations à leurs racines, comme le volontariat à Madagascar, sont actuellement en cours d'étude auprès du ministère des Affaires étrangères. Enfin, nous envisageons d'organiser vers la fin de cette année un forum de la diaspora malgache à Antananarive. Peut-être c'est un rêve qui va se réaliser. D'un côté, ce serait une occasion pour faire connaître aux Malgaches les actions de la diaspora dans leur pays. De l'autre côté, ce forum permettra aussi aux communautés de la diaspora malgache de par le monde de se rencontrer et de nouer des contacts avec les acteurs du développement sur place. Donc, les secteurs privés, les collectivités décentralisées, les départements ministériels, voire même les partenaires techniques et financiers, ils vont collaborer avec ça. Donc, une consultation de la diaspora sur ce projet sera lancée très prochainement dans notre site. Donc, on va voir est-ce que les diasporas malgaches à l'extérieur aujourd'hui sont prêtes à revenir à Madagascar, parce qu'il y en a qui sont restés là-bas et qui n'ont plus mis les pieds à Madagascar. Donc, vraiment, ce rêve, croise le doigt qu'on va se réaliser avant la fin d'année, qu'on puisse réunir un forum de la diaspora malgache en Antananarive. Oui, le temps passe très vite, mais quand même, voyons ce qui se passe aussi autour de nous. On parle ici de la géopolitique. Il y a grande mutation, si on parle par exemple seulement des élections aux États-Unis, des réactions aussi par rapport aux constitutions dans d'autres pays d'Afrique. Et Madagascar, dans tout cela, arrive à imposer aussi, sans doute, avec son équipe, les affaires étrangères, c'est-à-dire cette visibilité. Alors, comment Madagascar se lance le défi de s'imposer à travers ce grand mouvement planétaire? L'un des grands défis auxquels le ministère s'attelle à partir de cette année sera d'abord la mise en œuvre de la diplomatie économique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs facteurs qui nous poussent à agir dans le sens du développement. Il y a la mondialisation, il y a les ODD, il y a le plan national de développement, il y a la politique PGE, donc ainsi que les autres grands agendas, comme vous avez dit, qui deviennent des préoccupations majeures du gouvernement, les changements climatiques. Donc, par ailleurs, Madagascar envisage aussi d'héberger plusieurs rendez-vous cruciaux cette année, notamment la francophonie économique ainsi que le forum économique du COMESA. Deuxièmement, vous l'avez bien dit vous-même, le monde change d'année en année. Madagascar suit de très près le changement qui interviennent dans le monde, pour ne citer que l'élection du président américain Donald Trump ou encore le Brexit, ainsi que les élections qui interviendront cette année. En France, tout le monde le suit. Donc nous sommes devant des faits irréversibles, pour ne pas dire imprévisibles, auxquels nous devions nous adapter. Donc à cet égard, le ministère des Affaires étrangères organisera très prochainement, vous le savez, une séance de réflexion sur l'avenir et le devenir de la diplomatie malgache, devant les défis en jeu, comme vous avez dit, requis par le XXIe siècle. Donc, on va faire cette genre de retraite avec les staffs du ministère des Affaires étrangères. Donc, nous aborderons, par exemple, la question relative à la politique étrangère de Madagascar aussi, parce qu'il faut savoir quelle est la politique étrangère de Madagascar aujourd'hui, par le XXIe siècle. Ouais. Donc, nous ne manquons pas de vous informer, Madame Prisca, des résultats de nos réflexions après cette retraite et ce séminaire qu'on va organiser incessamment. Ambarao était très honoré d'avoir reçu ici la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atala, sur Alliance 92, et au plaisir de se retrouver sans doute pour d'autres informations, puisqu'on parle toujours d'aller en avant et d'être toujours informé. Merci. Je dis au revoir et merci.